Vendredi, l'heure du bilan de la semaine avec Philippe Bechter. Bonjour Philippe. Bonjour Aude. Une semaine riche en événements cette semaine, alors que les grands dirigeants se réunissaient à Davos, sans les États-Unis pour cause de shutdown, sans le Royaume-Uni pour cause de Brexit, sans la France pour cause de gilets jaunes. Beaucoup de nuages en tout cas sur l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Il y a deux points qui ont été, me semble-t-il, importants à cette réunion de Davos. Le premier, c'est l'introduction qu'a pu faire Christine Lagarde en disant finalement l'économie va un peu moins bien que ce qu'on imaginait, et avec cela des révisions plutôt à la baisse des prévisions de croissance du FMI. Donc il y a une situation qui d'inquiétude, d'incertitude qui est prise en compte davantage par le FMI, et puis des discussions qui ont eu lieu et qui vont continuer forcément sur le multilatéralisme. Ça, c'est une vraie question qui est posée. Angela Merkel a dit nous on y est favorable, il y a des tables rondes autour de cela, mais on voit bien que aux États-Unis la volonté est d'être plutôt dans le bilatéral, c'est-à-dire de faire des opérations d'un pays avec un autre, ou d'autres, mais des conditions particulières pour chaque pays. La Chine est un peu dans la même philosophie avec la route de la soie. C'est un joli nom, mais qui dit simplement j'ai envie de vous vendre mes produits à mes conditions. Donc il y a une vraie problématique qui est posée, surtout pour nous Européens, puisque nous on a bénéficié de ce multilatéralisme, et on voit bien que aujourd'hui nous ne sommes plus les leaders que nous étions, et de ce fait-là on pourrait être un peu pénalisé par des options plus bilatérales prônées aux États-Unis ou en Chine. Donc là il y a un vrai enjeu, pas simplement pour l'Europe d'ailleurs, c'est un enjeu global. C'est finalement quand on fait du commerce à l'échelle du monde, est-ce qu'on doit avoir tous à peu près les mêmes conditions ou pas? Là il y a une vraie interrogation, et la croissance qu'on a observée depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été une croissance exceptionnelle à l'échelle de l'histoire, eh bien suggère que le multilatéralisme est probablement la bonne solution, mais on voit bien que c'est aujourd'hui remis en question. Alors si c'est la bonne solution, comment les Européens peuvent-ils remettre la machine en route? Quelle dynamique peuvent-ils instaurer? C'est la vraie question qui est posée aujourd'hui. Vous évoquiez Mario Draghi tout à l'heure sur la perception de l'environnement. On a eu toute une série de données. On va avoir l'IFO tout à l'heure. On voit bien que l'économie européenne est un peu à l'arrêt, et on peut juste avoir un chiffre pour bien montrer la vitesse à laquelle les choses évoluent. En décembre, lors de des prévisions qui ont été données par la Banque Centrale Européenne, la convergence vers la croissance potentielle à 1,5% était attendue dans les prévisions de la BCE en 2021. En fait, c'est la prévision que tout le monde a pour cette année. Donc il y a une accélération de l'histoire qui est problématique. Alors, quelle solution? Compliqué parce qu'on voit bien que chacun tire un petit peu la couverture à lui. On voit bien que vous évoquiez Emmanuel Macron qui n'était pas à Davos pour des raisons de troubles sociaux en France. On voit bien que l'Italie a un comportement particulier au sein de la zone euro. On voit bien que les tensions entre l'Italie et la France sont aujourd'hui très prégnantes. Donc on sent bien que même cette zone très intégrée qu'est la zone euro est un peu en difficulté. Et la vraie problématique, c'est qu'il n'existe pas, au-delà de la Banque Centrale Européenne, de politique coordonnée à l'échelle européenne. Il y en a eu par le passé, mais aujourd'hui on voit bien que c'est quelque chose qui manque, qui pourrait donner une sorte de dynamique commune qui n'existe pas. Et quand Mario Draghi suggère qu'au mois de mars il donnera de nouveaux outils pour essayer de relancer l'activité, tout le monde s'interroge malgré tout, parce que voilà, c'est un peu la question. Les taux d'intérêt sont très bas, comme vous l'évoquiez, les liquidités sont extrêmement abondantes, donc pour l'instant on a le sentiment que la Banque Centrale Européenne a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a des taux d'intérêt très bas, elle a aidé les banques par des mesures techniques qu'on appelle TLTRO pour éviter des problèmes de liquidité au sein du système bancaire. Ce modèle-là, d'ailleurs, cette mesure-là va être probablement
prolongé en raison des banques italiennes. Elle a acheté des obligations d'État. Elle a mis, voilà. Et donc la question, c'est quoi de plus à annoncer pour essayer de créer une dynamique européenne ou recréer une dynamique européenne un peu plus forte. Là, il y a un vrai enjeu. En tout cas, la normalisation de la politique monétaire va être plus tardive que prévu. Mario Draghi, ça pourrait être le seul président, le seul gouverneur à n'avoir jamais relevé les taux. Est-ce que ça nous rend vulnérables en cas justement de coup dur de l'économie mondiale si on reste à des taux très bas? C'est toujours préoccupant parce que, alors juste une remarque, c'est le seul président qui n'a pas remonté ses taux d'intérêt, mais c'est que le troisième président de la Banque Centrale Européenne. Donc, mais probablement que la Banque Centrale Européenne ne remontera pas ses taux en 2019, et on verra en 2020, mais c'est pas sûr qu'elle le fasse non plus en 2020. La vraie question, effectivement, est qu'il y a des menaces aux États-Unis de ralentissement un peu plus fort qu'attendu de l'activité. Il y a des interrogations sur la dynamique chinoise et on voit bien que si ces chocs négatifs arrivaient en Europe, eh bien on se retrouve un peu démunis face à cela. La politique monétaire a déjà donné tout ce qu'elle pouvait. On imagine mal, au regard des niveaux d'endettement public, que les États se remettent à faire du déficit budgétaire. Ce serait probablement la solution, mais personne ne voudra aller en France au-delà de 100%, un ratio de 100% de dette publique sur le PIB. Donc il y a une vraie interrogation. Et le risque, c'est que si on a ces chocs négatifs, l'ajustement se fasse par l'activité et par l'emploi. Et ça, ce serait, dans le contexte européen actuel, ce serait quelque chose de très périlleux. C'est pour ça qu'il faut trouver rapidement un moyen de retravailler ensemble à l'échelle de la zone euro au moins. Dans le contexte européen aussi, on a à gérer très bientôt le Brexit. Est-ce qu'il aura lieu le 29 mars? Voilà, ça c'est une question très ouverte. On voit bien que ce qui est intéressant depuis le vote, le rejet par le Parlement de la proposition de Theresa May, depuis son plan B qui n'en était pas un, on voit bien que les parlementaires britanniques se disent ce serait bien quand même qu'on n'ait pas un non-accord. On sent bien que là, d'un seul coup, la situation se fait plus pressante et la possibilité d'un non-accord qui serait dramatique pour le Royaume-Uni est quelque chose qui, d'un seul coup, leur saute aux yeux. On voit un certain nombre de parlementaires faire des propositions pour reprendre la main et faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une prolongation, qu'on puisse trouver, qu'un accord puisse être trouvé avec la Commission européenne. Et donc, il y a un changement d'état d'esprit, me semble-t-il, au Royaume-Uni. Alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est que les parlementaires reprennent la main et les supporters du Brexit, des Boris Johnson ou d'autres, trouvent que le Parlement exagère. C'est pas son rôle, il faut que le laisser au gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est que au moment du référendum, ces mêmes Brexiteurs disaient il faut donner la souveraineté au Parlement britannique qui doit décider. Donc on est dans une situation qui fragilise quand même nettement les Brexiteurs. C'est quand ça les arrange en fait. Oui. Donald Trump, toujours en tête aussi du palmarès des incertitudes, le shutdown entre dans son 36e jour. Est-ce que ça peut durer encore longtemps et quelles conséquences économiques? On parle d'un T1 à 0% de croissance. Mais on voit bien le bras de fer avec le Congrès, avec Nancy Pelosi. Et c'est intéressant parce que finalement derrière cela, au-delà des 5 milliards qui ne sont pas grand-chose à l'échelle américaine, c'est quelle philosophie de politique étrangère il y a aux États-Unis. Est-ce qu'on se barricade ou est-ce qu'on reste ouvert sur le monde? Là, l'enjeu, il est là. Alors, effectivement, cette situation est pénalisante pour les marchés parce que progressivement, on va plus avoir de données pour alimenter le marché américain sur toutes les données d'activité américaines. Et puis, on voit bien que c'est une source de fragilité. Tout le monde est en train de gommer, de brosser un petit peu ses prévisions de croissance. Et le risque, c'est que voilà, le prolongement accentue les choses. Et l'interrogation que l'on a, c'est est-ce que c'est une révision à la baisse qu'on fait de façon linéaire, on ajuste un tout petit peu chaque semaine, ou est-ce qu'il y
à un moment donné, il y a une accélération à la baisse. Voilà, on est un peu dans l'inconnu, mais il y a une vraie interrogation autour de cela. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour les Américains d'abord, pour les 800 000 Américains qui ne touchent pas de salaire par cette mesure. Et puis ce n'est pas une bonne mesure, une bonne situation non plus pour l'économie globale, parce qu'on reste malgré tout très dépendant de l'impulsion qui vient des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait s'estomper, s'effilocher dans les semaines qui viennent. Un dernier mot, à Davos, on a écouté cette semaine l'intervention de Jair Bolsonaro. Il n'a pas forcément convaincu les observateurs, mais en tout cas la bourse de Sao Paulo, depuis son investiture, elle est au plus haut. Est-ce que les marchés, finalement, n'ont plus peur du populisme ? Où ils ont intérêt, ils ont trouvé une espèce de dynamique qui leur plaisait sur le moment. On verra dans la durée, parce que les mesures qui ont été annoncées, les orientations qui sont prises, ne permettent pas d'imaginer que la situation brésilienne puisse s'améliorer dans la durée. Merci beaucoup Philippe Wechter. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Ostrom.